À l'abri des ombres du passé, comme sur une tapisserie décolorée représentant les lentes et vastes processions du temps, je vous invite à me suivre, car je m'engage à vivre dans une nouvelle époque pour que vous continuiez à rêver. Une époque où les particularités des gestes de l'épéiste atteignirent des sommets, se répandant largement dans toute la nation. Le plus grand pouvoir que la France ait jamais connu prend fin à son heure la plus romantique. Alors venez me rejoindre dans la France d'autrefois, aux journées enflammées, où les cœurs battaient fort, où le sang était jeune et la haine vigoureuse, et où les épées se croisaient pour vaincre ou mourir. Car l'amour et l'honneur rendent gloire, et l'amitié y atteint son paroxysme parmi les hommes. Un ami était un vrai ami à cette glorieuse époque. Athos, Porthos, Aramis et moi-même avons gravé la phrase mythique dans nos cœurs et avons été inspirés par cette époque mythique. Venez, soulagez vos âmes grâce à notre cri de victoire, un pour tous et tous pour un. Venez! Paris, le 15 septembre en l'an de grâce 1638. L'excitation de la population s'accroît. Les populistes profitent d'une journée nationale de congé. Impatients, ils attendent l'annonce d'une grande nouvelle, la naissance de l'héritier du trône de France. Sa Majesté Louis XIII, roi de France, qui n'arrive à maintenir son autorité que grâce au conseil des autres, est en fait faible et vaniteux, vit au milieu des sourires mielleux du cercle très fermé des favoris. Mais la cour royale n'est qu'un mensonge plein d'intrigues. Il y a des divisions à l'intérieur même des partis, des conspirations en réponse aux conspirations, et des complots en réponse aux complots. Son Éminence, Monseigneur le Cardinal, duc de Richelieu, est le plus grand homme d'État de l'époque, et c'est lui qui tient les ficelles qui guident le roi. C'est lui qui détient vraiment le pouvoir. Un pouvoir d'avenir bien établi, mais parfois impitoyable. Tout ce qu'on connaît, c'est sa dévotion pour le glorieux royaume de France. En cette matinée prometteuse, le roi rend une visite officielle à sa reine. La coutume veut que le souverain et ses courtisanes restent au chevet de la reine enceinte jusqu'à ce que l'enfant naisse. D'Artagnan, l'un des mousquetaires du roi. Libéré de ses obligations envers la cour pour la journée, il court rejoindre sa dulcinée, Constance Bonacieux. Constance travaille au service de la reine. Elle est attendue au palais et n'a donc pas beaucoup de temps. Même le plus passionné des amoureux peut parfois embrasser une demoiselle, mais aussi manquer son baiser. La voiture du roi. On vient chercher Constance. Elle transporte dans un panier d'osier une layette destinée à la reine. Un seul baiser, une seule caresse.
Le baiser est vraiment une plante délicate qui a besoin d'intimité pour s'épanouir. Le rêve de tous les amoureux. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame rappellent à D'Artagnan son ami et camarade mousquetaire Aramis. Il est peut-être en danger. Aramis avait menacé de continuer son idylle avec la jolie et provocante Alaraba Roving, qui se trouve malheureusement être mariée à un des gardes du cardinal. Toutes les petites attentions venant du mousquetaire déplaisent à l'officier. Mais ce dernier se contient sur ordre du cardinal qui voudrait que ces affrontements avec les mousquetaires du roi cessent. Holà! Le célèbre cri de guerre des mousquetaires. Immédiatement, la troupe la plus redoutée du royaume lui vient en aide. L'énorme Porthos, courageux, fort, un des mousquetaires du roi, et Athos, noble, un épéiste dangereux, capable de tuer aussi bien de la main gauche que de la main droite. D'Artagnan. La bataille s'annonce. Les gardes du cardinal. Alors ce n'est pas une bagarre conventionnée? Les mousquetaires contre les gardes du cardinal. Un combat qui a démarré bien avant la naissance de D'Artagnan. Combien sont-ils? 1, 2, 3, 4, 5, 10 gardes contre 4. 5 contre 2. Une moitié contre 1? Trop facile. Passez à l'attaque, messieurs les demi-gardes, et comptons les points. En garde. Alors, on ne fait plus face? Où est passée ton armée? Où sont-ils tous passés? La troupe d'un cardinal refuse une bagarre amicale avec un ou deux mousquetaires. Porthos a toujours soif. Il a de la contenance. D'Artagnan, avec ses yeux vifs, a repéré une source plus abondante. Porthos n'a qu'à tendre la main pour attraper un verre de la boisson qui lui fait envie. Mais en marchant, il fait de sacrés dégâts. Viens, chauffeur, rentre avec nous. Et le vieux chauffeur jurait que son wagon était abîmé, que son patron allait lui faire la peau. Son cheval s'est échappé, il a une femme horrible, il a peur d'avoir des problèmes. Tout le monde est méchant avec lui, alors il doit l'être aussi. Passe tes nerfs sur moi, l'ami. Tu te sens mieux maintenant? Alors on peut parler. Je vais gagner le prix de ton cheval, et même plus que ça. Venez les gardes, je vous défie au jeu. Ça ne vous est pas interdit. Les dés sont de mon côté. Voici 20 fois votre mise. Voyant sa chance grandissante, D'Artagnan retourne jouer au dé du roi.
Après avoir ri et joué un peu plus longtemps, il gagne face à un garde malchanceux en attendant une jeune fille, ce qui signifiait qu'il avait rendez-vous avec Constance. Porthos est lui aussi obnubilé par les femmes. C'est ainsi que démarre la seule et unique bataille que le mousquetaire n'ait jamais gagnée en combat loyal. Bien sûr, il faut que ce soit face au sexe loyal. Pour la première fois de sa vie, une panique envahit Porthos, qui lance un « Hola !» terrifié. Athos l'entend. Aramis bondit courageusement au secours de ses camarades, et ils fuient tous ensemble. Mais D'Artagnan n'entend que le cœur de sa dulcinée battre la chamade. Alors que la bataille se rapproche peu à peu, il court à la rescousse de ses amis et tire son épée. Il va se battre. Oui, non, oui, non. Effectivement, il faut faire preuve de courage, faire face aux femmes ou plonger dans cette eau limpide. Ils choisissent de plonger. Le matin suivant, la ville tout entière est envahie. Le peuple exerce une telle pression derrière la porte qu'il finit par être admis dans la cour du château. Constance prépare la layette dans les appartements de la reine. Père Joseph, le fiable écuyer du cardinal, l'informe de l'imminence de la naissance royale. C'est ainsi que naît un prince pour la France, le futur Louis XIV. Comme à l'accoutumée, le roi présente le nouveau-né à son peuple. Mais dans la chambre de la reine, on entend un autre cri. Le destin parfois nous joue des tours. Constance est la première à alerter la sage-femme endormie. Le père Joseph saisit alors les vastes conséquences de cet événement extraordinaire. Il faut communiquer discrètement la nouvelle au cardinal Richelieu avant qu'il ne parte pour l'étranger. Il écrit un message sur un petit papier dans lequel il insère le médicament du cardinal et l'incline de façon à ce que seul le cardinal puisse le lire. Votre médicament, votre éminence. Le duc de Rochefort, un homme intrigant qui se trouve à la tête de la faction la plus puissante de la cour, s'évertue toujours à faire passer ses intérêts avant ceux du roi et du cardinal. Il y en a un deuxième, un frère jumeau.
Les précautions prises par le père Joseph sont fondées. De Rochefort, ayant déjà plusieurs fois lu des messages à l'intention de son éminence, devient curieux. Ce dernier se résigne à employer une petite astuce pour connaître le secret confié au cardinal. Il remplace le bout de papier par un autre. Le cardinal réalise que la présence de deux ennemis au sein du régime peut faire de réels dégâts. Deux héritiers au trône, deux partis rivaux, plus de querelles, plus d'effusion de sang. Pauvre France, sans défense, déchirée entre deux factions. Le secret des jumeaux doit en fait être gardé à tout jamais si la France veut la paix. Le cardinal veut conserver le pouvoir. Un nouveau prétendant au trône, un vrai prince. De Rochefort sent qu'une opportunité s'offre à lui. Père Joseph est chargé de se préparer pour un long voyage. Le cardinal a un plan. Il envoie un message à Simon de Rochefort. Conscient que Constance partage un grand secret, un secret qui pourrait altérer le futur prometteur de la France, le cardinal l'assomme de ne jamais en parler à qui que ce soit. Richelieu confie la protection de Constance à de Rochefort, un homme rusé. Elle ne doit voir personne jusqu'à nouvel ordre. Le cardinal n'est pas en droit de justifier son ordre, mais de Rochefort a d'autres projets. Conformément aux exigences du cardinal, le père Joseph, accompagné de la sage-femme, emmène en secret le jumeau jusqu'à la frontière espagnole. L'enfant doit être élevé comme n'importe quel enfant et ne doit jamais connaître ses origines royales. Pendant ce temps, dans la grande salle de bal, le roi organise une réception en l'honneur du tout jeune prince. Devant toute cette foule, ce n'est pas un mais deux enfants qu'il devrait porter. Il ressent peut-être moins de satisfaction que les félicitations du cardinal ne le disent. De Rochefort vient révéler à la notoire Milady de Winter la chance que lui a offert le destin. Le futur de la France est peut-être entre leurs mains. Il va lui livrer Constance, qu'elle devra escorter jusqu'au couvent de Sainte-Gamelle. Puis il faudra l'obliger à dire tout ce qu'elle sait du secret et des projets du cardinal. Ils vont jouer l'un contre l'autre, cardinal contre roi, pour son bon plaisir. Sachant que Constance est en danger, l'un des porteurs court annoncer la nouvelle au quartier des Mousquetaires. D'Artagnan, réveille-toi. Constance a été enlevée par de Rochefort.
Aux armes! À cheval! À la rescousse! Un pour tous et tous pour un. Et à l'attaque! Le commanditaire, malin, n'est pas d'humeur à se battre avec ce Gascon mis en colère par une telle injustice. De Rochefort appelle ses serviteurs en renfort. De Rochefort reste muet. Il ne parlera pas. Il va falloir le convaincre. L'interrogatoire continue. Où est-elle? Où est Constance? Parle ou bien tu feras une chute de 60 mètres au fond du puits. Parle ou meurs. Les gardes du cardinal se contentent de regarder. Ils ont peur de l'affrontement. Une ficelle après l'autre. L'acier du couteau traverse chacune d'elles lentement. Plus que deux. Et maintenant, plus qu'une. Enfin, de Rochefort rompt le silence, le couvent de Sainte-Gamelle. À la rescousse! Un homme d'écurie demande audience auprès du cardinal, lui raconte que de Rochefort a tout bonnement capturé Constance et l'a laissée aux mains de Milady de Winter. Le cardinal de Richelieu et son cortège arrivent au puits pour affronter le duc. Accusé, découvert, il n'est plus qu'un pénitent nerveux et farouche. Il avoue qu'il n'est en fait qu'un traître. Son éminence rompt le contrat qui le liait à de Rochefort et l'irradie pour toujours non seulement de la cour, mais aussi du pays tout entier. Craignant pour la vie de Constance, le cardinal poursuit Milady de Winter. Avant l'aube, le lendemain, au couvent de Sainte-Gamelle. Milady de Winter convainc les nonnes, crédules, que sa prisonnière est une ennemie de l'État et que le cardinal a ordonné son confinement au couvent. De Rochefort, banni et vexé par cette humiliation, erre dans Paris. Tout n'est pas perdu.
Avec ce qui lui reste de fortune, il prend le risque désespéré d'acheter les services de quelques voyous. Ils auront pour mission de poursuivre le cardinal et de le tuer, puis de trouver D'Artagnan et ses amis les trois mousquetaires et de les jeter à la Seine. De Rochefort espère encore devenir l'homme le plus puissant de France. La voie vers le pouvoir est libre si Milady de Winter découvre le secret de Constance. Paroles mielleuses, tentative d'accord. Milady de Winter, sans scrupule, conjure Constance de lui dire tout ce qu'elle sait. Non, il n'y a pas de Constance Bonacieux ici. Mais il entend sa voix. Voilà! Un pour tous et tous pour un. Le symbole des criminels, ancré à tout jamais dans sa chair par un fer à marquer. C'est le signe qu'il porte. Constance ayant découvert son statut de criminel, Milady de Winter est désespérée. Si elle se fait prendre en train de commettre un second crime, elle devra, selon la loi française, être exécutée publiquement. C'est Constance ou elle. D'Artagnan entend Constance lui murmurer qu'elle l'aime plus que tout. Puis deux autres mots, le deuxième. D'Artagnan se rapproche d'elle pour comprendre les mots qu'elle prononce à peine audibles. Mais Constance meurt. Les mousquetaires emmènent Milady de Winter pour la soustraire à sa sanction. Son Éminence, le cardinal, a voyagé toute la nuit. En arrivant au couvent, la mère supérieure lui apprend la terrible nouvelle. Constance est morte. Fidèle et loyale Constance. Arrêtez la meurtrière, Milady de Winter, et tous ceux qui se trouvent avec elle.
Les trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, sont furieux, au point de vouloir faire justice eux-mêmes, et partent livrer cette criminelle à l'exécution publique. Les sbires de Rochefort rattrapent les troupes du cardinal et les attaquent. Un peu plus loin, les mousquetaires sont capturés par leurs pires ennemis. Les gardes du cardinal arrêtent officiellement les mousquetaires car ils cherchent toujours à faire justice eux-mêmes. Désarmés, les mousquetaires sont alignés contre le mur pour être exécutés. Vos gardes vont ôter la vie à mes amis. Soyez sûrs que je les vengerai. Le cardinal demande un instant pour réfléchir. Constance morte, une meurtrière exécutée. On a fait couler assez de sang. Cette opposition entre mousquetaires et gardes doit cesser maintenant. D'Artagnan le supplie de sauver ses amis. Mais le cardinal est sur le point de leur infliger une sévère punition. Le plan de Richelieu concerne l'État et ses continuels affrontements entre ses gardes et les mousquetaires du roi. Tout d'abord, les mousquetaires doivent se séparer, ne doivent plus jamais se réunir sous peine de mort. Son jugement, une bien triste journée. Les mousquetaires sont bannis et ne doivent se mêler que de leurs propres problèmes. Ils sont chassés de Paris pour toujours et leur est défendu de mettre les pieds à l'intérieur de ces terres. Quant à vous, d'Artagnan, excellent soldat, fiable et dévoué, vous serez désormais le garde du corps du futur roi bien-aimé de France, le roi de la nation. Et ainsi tombe le verdict. Les mousquetaires se préparent à leur bannissement. Bonne chance. Adieu. Une amitié éternelle qui ne s'éteindra jamais. Un pour tous et tous pour un. Cinq ans plus tard, la France est en paix. Le prince grandit vite. Le cardinal Richelieu, surmené par la charge importante des responsabilités qui lui ont été confiées, s'éloigne quelque peu du pouvoir. Et le roi apprend à son fils l'élégance, de rigueur à la cour royale. Sa santé défaillante, le cardinal vit ses dernières heures, inquiet qu'on parle un jour du jumeau, qui ressemble très nettement à l'héritier. Les dangers que pourrait causer cette ressemblance pèsent sur les épaules du cardinal. Il décide qu'il doit protéger le prince, d'une manière ou d'une autre.
Son Éminence prend des précautions pour que le prince légitime puisse toujours être différencié de son jumeau. Aidé par un courtisan, il demande qu'une pièce soit cassée. La plus petite partie sera attachée à une chaîne autour du cou du prince. Et l'autre se trouvera autour du cou du capitaine d'Artagnan. Ainsi, en joignant les deux morceaux, le vrai héritier du trône de France et le premier garde du prince pourront se reconnaître à tout jamais. Il commence une phrase « Je détiens un secret », mais le froid l'empêche de continuer. Le printemps de la vie retombe, et la voix du grand homme ne se fait plus entendre. C'est la vie d'un grand homme de l'histoire de France qui s'achève. L'Église perd un noble serviteur, et le bateau qu'est l'État perd son commandant. Qu'était ce secret que Richelieu et Constance partageaient? Le deuxième. De l'autre côté de la frontière espagnole, le frère jumeau du prince est élevé par d'anciens serviteurs du défunt cardinal. De Rochefort, banni 5 ans plus tôt, vit tout près. Le jumeau est sous son emprise. Il attend le bon moment. Il lui suffit d'attendre le jour propice. À la mort de Louis XIII, l'héritier du trône, ou le dauphin comme on l'appelait, devint le roi de France Louis XIV. Son jumeau et lui-même ont grandi de façon totalement différente. Les deux frères se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Cela fait maintenant 20 ans, peut-être plus, que Richelieu nous a infligé sa punition, l'interdiction de rester tous les 4. Mais Athos, Porthos, Aramis et moi-même, nous nous retrouverons. Et une fois de plus, nous nous écrirons « Un pour tous et tous pour un ». Pendant toutes ces années, les machinations de Rochefort lui ont permis de garder le jumeau exilé sous son emprise. Ils sont secrètement revenus à Paris. De Rochefort a prodigué à l'usurpateur les fioritures de la royauté, lui apprenant également à copier l'écriture de son frère le roi. Si l'une des qualités premières du roi était la générosité, elle était remplacée chez son frère par la haine et la méchanceté. Le premier serviteur du roi, qui se trouve aussi être l'espion de Rochefort, apporte une nouvelle attendue depuis longtemps. Dans la semaine, le désormais vieux d'Artagnan, après une vie entière passée au service du roi, se retirera et quittera la cour. Le jeune roi n'aura plus de garde du corps. À présent, tout est en place pour l'exécution de leur projet. Un plan, des factionnaires déplacés, un passage secret qui mène aux appartements royaux, les signaux. C'est tout proche maintenant, dit de Rochefort au prétendant. Tu seras bientôt Sa Majesté le roi Louis XIV de France. Dans la joie et la bonne humeur, Louis XIV, roi de France, passe avec d'Artagnan sa dernière journée de travail. Le roi s'est appliqué à apprendre comment devenir un bon cavalier, un bon sportif et un bon épéiste. Aucun père n'était plus proche de son fils que d'Artagnan ne l'était du roi. Comme il se fait tard, d'Artagnan rejoint la chambre royale pour dire au revoir au roi. Ce soir, il est heureux. Il a fait son devoir, le roi est en sécurité, l'État est sauf. Mais il a un mauvais pressentiment, comme si les deux morceaux de cette pièce se réunissaient pour la dernière fois ce soir.
La tête pleine de bons moments passés ce soir en compagnie du roi, le capitaine d'Artagnan, tout juste arrivé devant son logement, est surpris de se voir attaqué par des voyous. Il prend la bagarre en main. Tout d'abord, il se débarrasse de cet homme en lui piquant sa lame et en le poignardant. Il jette ensuite la cape de l'homme au bord d'un égout ouvert. Puis il pose sa cape sur le corps de l'homme et tire un coup de feu avec sa propre arme. Et hop, il saute et se cache dans les branches. À ce moment-là, c'est d'Artagnan que les assaillants croient voir partir. D'Artagnan, pensif, rentre chez lui. Jamais homme pacifique ne s'est fait attaquer en pleine rue. Il avait passé la soirée avec le roi. Il réfléchit, car la garde du palais était plutôt relâchée. Les factionnaires n'étaient pas à leur place. Ce mousquetaire, à l'âme d'un soldat, est inquiet pour son roi. Les plans de Rochefort se déroulent à merveille. Les factionnaires de la porte ont été déplacés. Le passage a été forcé dans la cour du château. Ils entrent dans le palais par le poste d'un serviteur qui mène à de longues caves oubliées. C'est un succès. Pas un bruit, pas un mot, pas d'alerte. Impatient, le prétendant attend en bas le moment de l'échange qui fera de lui le roi. Devant l'entrée de la chambre du roi, le sbire véreux de Rochefort attend le signal de son maître, prêt à lui confier l'objet de la trahison. Et peu après 23 heures, lors de cette nuit fatidique, en un instant tragique, la France perd son roi légitime. Perplexe et ne sachant pas si c'était un rêve ou la réalité, le roi Louis XIV, entouré d'étrangers, dévisage d'un air incrédule un individu au regard venimeux qui lui ressemble fortement. L'usurpateur lance à son frère le roi un regard rempli de haine de toute une vie. Les plans de Rochefort ont été très intelligemment vérifiés et revérifiés. Il veut garder le vrai roi prisonnier, car celui-ci représenterait une menace si jamais il venait à se rebeller. Aux ordres de Rochefort, sa cohorte dépouille le roi de sa tenue de nuit et l'habille des vêtements de l'usurpateur. À l'intérieur du palais, un messager essoufflé rapporte la nouvelle. D'Artagnan est mort. On a jeté son corps dans la rivière. Cette fois, notre triomphe est total. Un masque de fer, invention du diable. Un masque de fer, une prison dans une prison, est posé sur la tête du roi légitime Louis XIV et verrouillé au niveau du cou. Son contenu est scellé à tout jamais.
Le vrai roi est emmené. Et le lit du vrai roi, de même que les appartements royaux, sont occupés par l'usurpateur. Comme par enchantement, on a fait disparaître les serviteurs dignes de confiance. Des jumeaux comme lui les ont remplacés. Le projet de Rochefort a réussi. Pauvre France. Gouvernée par une jeunesse proche de la folie, par un enfant solitaire, ou bien par les mensonges de Rochefort, par ses rêves venimeux. Un fou, un vrai. La souffrance d'un homme est proportionnelle à sa force. Un jeune roi, stupéfait et accablé, se retrouve emprisonné dans une cellule du château Sainte-Marguerite dans le sud de la France. Il s'imaginait tout d'abord que mourir, c'était comme rêver du danger. Il se voyait comme un spectateur, un fantôme palpable de sa souffrance. La plus terrible des tortures, puisqu'elle est censée être éternelle, une mort éternelle. Comment ai-je pu mourir ? Je suis le roi, enfin, plus maintenant. Je suis sur le trône de ma couche funéraire. Non, mon Dieu, non, ne me punis pas, je n'ai rien fait. Pourquoi me punit-on de la sorte ? Tel un masque, la fraîcheur du donjon tombe sur sa tête. Demeure donc le vrai Louis XIV au milieu d'un véritable enfer, et ainsi demeurera-t-il pour le reste de ses jours. La reine-mère, qu'on empêche sans arrêt de voir son fils, décide finalement de lui rendre visite. Au lieu de l'affection que lui portait un Louis XIV élégant, elle se retrouve à son grand désespoir repoussée. Des doutes, encore des doutes. De quelle étrange maladie mon fils est-il atteint ? Elle repense alors au deuxième. De Rochefort court jusqu'aux appartements du roi, de peur que la reine ne se doute de la vérité, et par souci d'humilité, demande à la reine-mère de bien vouloir sortir. Des affaires d'État. De Rochefort est déterminé. Il ne faut pas que cela se reproduise, et murmure « la mort ». Jour après jour, nuit après nuit, le prisonnier prie Dieu de lui donner un moyen de faire passer un message à D'Artagnan. « Mais je n'ai pas vu un seul pécheur », pensa-t-il. Il finit de graver un message sur une assiette, puis la jette, avec l'espoir que ses prières trouvent enfin une réponse. Méduses et maquereaux continuent leur route, mais soudain, le pêcheur a une prise, venant tout droit du ciel. Le pêcheur lit le nom de D'Artagnan. L'idole de la nation. Un mot écrit, un nom adoré, un message urgent. Il a un devoir patriotique à accomplir. Paris continue à vivre sans savoir que son roi légitime se morfond en prison et que la reine-mère est face à la mort, alors que l'humble pêcheur arrive devant la maison de D'Artagnan. D'Artagnan est resté vivre à Paris et à sa grande surprise, se trouve continuellement banni de la cour. Jour après jour, semaine après semaine, les entretiens avec le roi lui sont refusés. Le pêcheur rapporte l'étrange nouvelle. Difficile de croire cette histoire. Un château abandonné que D'Artagnan connaît comme sa poche.
Un prisonnier dans un masque de fer derrière les barreaux. La signature, une gravure de la pièce qui se colle parfaitement à la sienne. Assieds-toi, mon ami, tu peux même boire. J'ai affaire au palais. Parcourant la salle du trône, pleine des membres de la cour qui discutent, D'Artagnan se sent comme un étranger dans une atmosphère étrangère. Et cette curieuse tension est sûrement due à une explication, se dit-il. De Rochefort est le roi. Ce ne peut être le garçon que j'ai élevé pendant toutes ces années. Ce n'est pas le visage de mon roi, ce ne sont pas ses mains. Il ne me reconnaît pas, il n'engage pas la conversation. Qu'est-il arrivé à la cour royale ? De Rochefort est de retour et avec lui, ce triste auxiliaire qui se promène dans la salle du trône en présence du roi. D'Artagnan est surpris et choqué. Mais un autre choc l'attend. On fait passer une chaîne et une pièce à De Rochefort. Il n'en croit pas ses yeux. Pendant toutes ces années, il a servi le roi et cette pièce ne l'a jamais quitté. Il se remémore un fragment de conversation, le deuxième. Et tout à coup, il entend la voix de Constance mourante. Le deuxième. Le deuxième. Que voulait-elle dire? Un message signé avec la pièce du roi. Un roi qui n'est pas le roi. Et la cour pleine de menteurs et de traîtres. D'Artagnan sent que ce rat est tout près. Mais le rat l'a vu et le surveille. Les gardes du palais sont réquisitionnés. Toutes les entrées sont bouclées. On leur donne l'ordre de suivre le mousquetaire. D'Artagnan ordonne aux troupes loyales du roi de s'empresser de le rejoindre au château Sainte-Marguerite. Il charge 3 hommes de porter un message à ses 3 amis, les mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Aux armes, les mousquetaires! Votre roi a besoin de vous. Un pour tous et tous pour un. Cette fois, c'est cuit. D'Artagnan est en vie et il sait tout. Cette assiette. Peut-être est-il même déjà arrivé à la porte de la prison. De Rochefort n'arrive pas à croire que son avenir ne soit en jeu qu'à cause d'une simple assiette. Il se résout très vite à mettre fin à tous ses doutes. Il décide de mener ses troupes pour empêcher qu'on libère le roi. C'est un D'Artagnan perplexe qui atteint le château Sainte-Marguerite. Certains de ses amis vont le rejoindre. À l'abri des orages du régime, il monte jusqu'aux grottes ouvrant sur le château. Lorsqu'il était officier, il avait plusieurs fois patrouillé dans ces grottes. Il savait qu'elles menaient jusqu'à l'arsenal. Plus loin, il y avait le dépôt d'armes, puis le couloir principal, et enfin les escaliers qui menaient jusqu'à la tour. Là-haut se trouve l'homme au masque de fer, l'auteur du message. À sa grande surprise, D'Artagnan se rend compte que l'entrée de l'arsenal a été fermée récemment.
Le vieux pêcheur s'est préparé à risquer sa vie si nécessaire. Il retourne sur la rive d'en face pour guetter l'arrivée des renforts. Athos, avec quelques années de plus, un peu plus grisonnant, reste le même compagnon courageux qu'avant, toujours prêt à combattre. Voilà maintenant Aramis. Désormais, deux des vaillants camarades de D'Artagnan sont arrivés. Pas le temps d'attendre le bon vieux Porthos, pas le temps de vous expliquer. On a du travail. En avant! Ils passent au milieu des restes des canons à poudre, en direction du couloir principal et des escaliers de la tour. Où est le prisonnier? Réponds, avant que je ne t'envoie en enfer, scélérat. Enfin, D'Artagnan reconnaît cette voix. C'est le vrai roi, Louis XIV, le roi de France. Les gardes du château. Nous devons faire face. Oh là! Les mousquetaires combattent de nouveau ensemble. Toujours prêt à l'attaque, Porthos.
Un peu d'aide de la part d'un comte qui désire autant se battre pour être aux côtés de ses compagnons que pour faire couler un peu de sang. Un pour tous et tous pour un. Soyez sûrs, mes chers amis, que je vous attendrai. Nous avons passé de si bons moments ensemble, n'est-ce pas? Adieu, brave Porthos. Pars en paix. Tu es mort de la même façon que tu as vécu, pour l'amour de ton pays et au service de ton roi. Le pêcheur donne l'alerte de l'approche de l'ennemi. Les mousquetaires entourent le roi et reprennent la direction de Paris. De Rochefort galope aussi vite que possible dans un dernier effort pour éviter à son château de cartes de s'écrouler. Ils sont à 10 contre 1. Vous n'avez rien, Votre Majesté? En route pour Paris. Adieu, Aramis le galant. Un traître t'a abattu d'une balle. Au même moment, Athos se bat en duel avec De Rochefort. Mais à son moment de gloire, Athos rejoint finalement ses camarades. Sans savoir ce qui se passe, l'homme moitié roi, moitié imposteur, invite sa mère à un déjeuner au palais. L'air hautain, il déclare « C'est une affaire privée ». Les troupes du palais, amis ou ennemis? Amis. D'Artagnan pousse un soupir de soulagement. Le roi est sauf. Vive le roi! La reine-mère soupçonne qu'on veuille attenter à sa vie. Le breuvage des sorcières. Un poison déjà responsable de nombreuses morts agonisantes. Levez votre verre, madame.
Buvez à votre roi, à votre pays et à son peuple illustre. Allez, je vous donne la France. » Elle refuse. C'est un décret rédigé par le roi, son fils. Un toast. Mais tout à coup, un cri d'alerte. L'usurpateur obtient finalement la couronne qu'il mérite, la détestable invention de Rochefort, le masque de fer. Il arrive à la fin de ses jours. Alors que D'Artagnan vide le verre de vin empoisonné dans les fleurs, l'usurpateur trouve rapidement un moyen de se venger. D'Artagnan se sait mortellement touché, mais il ne laisse rien paraître pour éviter de compromettre le bonheur de son roi. Du sang? L'arme du crime, avec de la crème et des empreintes sur la lame. Louis, plein de reconnaissance, cherche D'Artagnan pour le décorer de la médaille du maréchal de France. Mais où est le mousquetaire? Résonnent alors les ordres du roi et ses cris, disant qu'il faut retrouver son mentor et ami. Ce qu'un homme peut penser lorsqu'il sait que la mort est proche reste un secret entre son créateur et lui-même. Peut-être que la plupart des pensées de ce galant mousquetaire vont à son amour perdu, Constance, et à toutes ces tendres années de solitude réchauffées par sa mémoire. Il meurt et espère qu'elle l'attend. Et de nouveau, ils ne feront plus qu'un. Comment est-ce que des personnes aussi joviales peuvent-elles mourir? Comment une telle énergie, si libre autrefois, peut-elle alors être emprisonnée par la terre pour devenir pierre ou tombe? On dit que quand on meurt, on vit. Mais comment la vie peut-elle être la mort? Souvenez-vous seulement de nous. Ouvrez simplement un livre et nous serons toujours avec vous. Pour monter un beau cheval, croiser nos épées aiguisées, lancer notre cri de guerre ou badiner avec les servantes. Venez, venez tous. C'est ainsi que meurt un homme courageux et glorieux, avec honneur. Vous n'avez qu'à penser à nous pour que nous revivions. Nous vivons à tout jamais, car nous avons avec nous, comme toujours, notre cri de guerre. Un pour tous et tous pour un. C'était ainsi dans la France d'autrefois, aux journées enflammées, quand les cœurs battaient fort, le sang était jeune et la haine vigoureuse, et les épées se croisaient pour vaincre ou mourir, car l'amour et l'honneur rendaient gloire, quand la vie était la vie et les hommes étaient les hommes.